La dernière fois, nous avons une conférence sur l'atomisation, l'externalisation, la nomadisation, la tâcherisation, petit inventaire du télétravail. Aujourd'hui, nous allons parler du télétravail, un travail à distance du monde. Alors, avec qui nous allons aborder cela? Avec Fanny Lederlin, qui est une universitaire à l'université de Paris 1 et qui a écrit un livre qui s'appelle Les dépossédés de l'open space, une critique écologique du travail, et donc qui est au PUF. Je le mets là, et donc nous sommes en coopération avec Filigrane, qui effectivement on peut commander le livre à cette librairie que je crois que pas mal d'entre vous la connaissent. Euh, Pourquoi donc ce cycle-là? Pourquoi ça nous intéresse aussi bien à Grasp et qu'à U4U? C'est que nous sommes aujourd'hui, du fait de la pandémie, contraints, disons, à télétravailler pour des raisons, disons, de sanitaires évidentes, peut-être parfois de façon excessive, mais disons, il y a une forte légitimation et que en même temps, ce télétravail nous a fait, dans un premier temps, poser des problèmes sur, eh bien, les connexions, les doubles écrans, les chaises, les tables et tout ça, mais il y a des problèmes plus fondamentaux qui concernent cette évolution des formes de travail qui n'est pas uniquement due au niveau de la crise sanitaire. C'est une évolution qui s'articule sur des choses qui étaient déjà en cours. Et il y a pas mal d'inconvénients, il y a pas mal de dimensions critiques. Et pour définir une position en tant que corps social, fonction publique européenne, eh bien, nous avons intérêt à nous appréhender la différente réflexions qui existent sur ce sujet de façon à définir le moment venu une position qui correspond à nos intérêts. Cette deuxième séance s'inscrit dans un cycle de 4 conférences qui vont être donc consacrées aux évolutions du travail en ce début de 21e siècle. Pour ceux qui n'étaient pas là lors de la séance précédente, je vous rappelle que nous avons évoqué les mutations du travail qui n'étaient pas précisément celles du télétravail, mais d'autres mutations qui ont, selon moi, préparé les évolutions que nous allons observer aujourd'hui autour du télétravail. Juste pour rappel donc, je vous avais proposé 3 grandes tendances liées à ce que j'appelle le néo-travail, qui est cette modalité de travail attachée au néolibéralisme et au néo-management. Ces 3 grandes modalités sont l'individualisation du travail et des rapports au travail, individualisation qui passe par la mise en concurrence des salariés entre eux, qui passe par tout un tas de dispositifs et qui conduit notamment à la possibilité du travail indépendant, qui est une forme de travail qui se développe de plus en plus depuis quelques années et qui vient d'une certaine manière concurrencer le travail salarié. Deuxième grande tendance, celle de nouvelles dualisations dans le travail. Alors, une dualisation que peut-être on peut considérer comme triviale, mais qui d'ailleurs n'est pas tant que ça du point de vue de l'expérience du travailleur, qui est celle qui sépare les travailleurs qui ont un bureau fixe, un bureau à eux dans lequel ils peuvent s'enraciner et, je dirais, prendre possession de l'espace et de leur travail. Et puis, ceux qui n'ont pas de bureau fixe, donc qui travaillent en open space, voire en flex office, vous savez, ces open space où on n'a même plus de mobilier à soi et on arrive le matin à la recherche d'une table et d'une chaise pour poser ses affaires. Eh bien, voilà, on reviendra bien sûr sur cette modalité sur les open space et les flex office, mais cette modalité peut présenter pour moi un danger de déracinement dans le travail. Autre dualisation, alors elle beaucoup plus structurelle, celle qui sépare, disons, les travailleurs classiques des travailleurs sous-traitants, le travail sous-traitant se généralisant de plus en plus depuis quelques décennies, puisque les entreprises décident d'externaliser toutes les activités qui ne sont pas directement rentables. Et donc, l'apparition massive de ce travail sous-traitant, donc qui concerne les agents d'entretien, les services informatiques, les services de conciergerie, etc., essentiellement des travailleurs du soin, on peut les appeler comme cela, hein, eh bien, constitue, je dirais, un sous-travail parallèle au travail traditionnel. Enfin,
troisième grande mutation, la logique, l'extension d'une logique de tâcheronisation au travail. J'ai développé avec vous la semaine dernière l'idée de cette rationalité utilitaire, de cette logique du calcul qui préside à nos formes de travail aujourd'hui en entreprise, comme elles l'ont fait autrefois en usine, et qui transforment y compris les cadres, y compris les employés, en tâcherons d'une certaine manière, qui sont condamnés à exécuter des micro-tâches qui sont décidées par d'autres qu'eux-mêmes. Voilà pour les grands traits, le grand rappel de la séance précédente. Cette fois-ci, nous allons entrer dans le vif du sujet sur le télétravail, et nous allons aborder ces enjeux transversaux. Ça va être une séance, je vous préviens tout de suite, un petit peu haute, un petit peu si on peut oser ce terme, en tout cas une séance où je vais essayer de brosser à grands traits les grandes mutations existentielles, également un petit peu bien évidemment sociales, politiques, qui sont liées au télétravail voilà, qui nous permettront de poser un cadre de réflexion. La semaine prochaine, nous rentrerons dans les modalités et problématiques beaucoup plus concrètes, notamment la question des enjeux juridiques et opérationnels que pose le télétravail. Et enfin, la dernière séance, la quatrième, sera consacrée à une recherche un petit peu plus prospective. J'essaierai d'ouvrir davantage la séance au débat avec vous pour chercher par quelle modalité on pourrait empêcher les dégradations ou les risques que nous allons identifier là liés aux nouvelles modalités de travail et notamment au télétravail. Alors ce télétravail, et donc nous entrons de cette deuxième séance, ce télétravail, finalement, beaucoup d'entre nous en ont fait l'expérience pour la première fois lors du premier confinement. Il faut bien évidemment rappeler que cette expérience est une expérience de télétravail hors norme, puisque la plupart d'entre nous étions en télétravail à 100%, et pour beaucoup, avec les enfants à la maison. C'est évidemment pas sous cette forme-là que le télétravail devrait à l'avenir se généraliser. Pour autant, il y a de fortes chances, je pense que nous sommes à peu près tous maintenant d'accord là-dessus, il y a de fortes chances qu'il se généralise sous des formes qui restent bien entendu à négocier. Pourquoi y a-t-il de fortes chances qu'il se généralise? Eh bien quand même, rappelons-le, essentiellement parce que cette modalité de travail est plébiscitée par les salariés eux-mêmes. Alors, bien sûr, la fois précédente, Georges a eu raison de rappeler que les enquêtes qui avaient été faites après le premier confinement, et puis les enquêtes plus récentes actuelles, pouvaient être biaisées, c'est toujours le risque des enquêtes. Néanmoins, de nombreuses études quand même convergent et montrent que les travailleurs saluent dans leur grande majorité le télétravail et le voient comme une amélioration de leurs conditions de travail, et certains même le considèrent aujourd'hui comme un droit à part entière. Vous savez peut-être que des accords syndicaux ont pu émerger cette semaine en France, donc entre l'ensemble des syndicats, alors sauf la CGT et le MEDEF, accords qui permettent de définir un cadre général dans lequel va s'inscrire maintenant les négociations, alors dans les entreprises, pour la mise en œuvre de ce télétravail à un rythme et selon des modalités donc qui vont être évidemment à chaque fois discutées. La difficulté essentielle quand même que pose la réflexion sur le télétravail, c'est que finalement c'est un phénomène extrêmement hétérogène. Un salarié n'aura pas la même expérience de télétravail s'il l'exerce 1 ou 2 jours par semaine ou évidemment à 100% de son temps de travail, selon qu'il vit dans un petit appartement ou qu'il travaille dans une maison familiale ou bien encore dans un espace de coworking, selon que son entreprise se situe ou non à proximité de son domicile, selon que ses managers lui laissent de l'autonomie, au contraire le contrôle, et puis on pourrait ajouter évidemment selon son âge, selon qu'il est formé ou non, selon son sexe, puisque on le verra la semaine prochaine notamment, les femmes n'ont pas la même expérience de télétravail que les hommes, encore pour une grande partie d'entre elles obligées de cumuler télétravail et tâches domestiques. Selon également son corps, puisqu'on va en parler aussi la semaine prochaine, il y a la question du travail des handicapés qui se pose, c'est très compliqué le langage des signes en visioconf, enfin voilà, on voit bien que le télétravail n'est pas un phénomène homogène, mais au contraire extrêmement divers, extrêmement multiple
et il va falloir tenir compte de cela, notamment la semaine prochaine. Ce que je vous propose pour l'instant, c'est d'essayer de brosser un tableau un petit peu plus général, encore une fois, et de démêler dans ce qui est présenté aujourd'hui quand même assez massivement comme une innovation, relève du fantasme ou de la réalité, du bénéfice ou de la dégradation, du progrès ou de la régression, à la fois sur les plans personnels, bien sûr, mais aussi collectifs, sociaux, politiques et même existentiels. Alors, je vous propose pour ça un plan qui est articulé en trois parties, qui sont en fait trois grandes questions que je vous propose d'adresser au télétravail. La première, c'est: le télétravail est-il finalement une innovation si récente? La deuxième, le télétravail permet-il un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée? Et la troisième question, le télétravail est-il écologique? Sachant que j'utilise le terme d'écologie dans son sens très large, presque existentiel, qui signifie à la fois viable, durable, mais aussi valable d'un point de vue existentiel. Donc voilà, on va essayer d'aborder ces trois grandes questions. Je vous propose d'aborder la première. Le télétravail est-il une innovation récente? Alors, c'est sûr que lorsque nous nous sommes confinés, le télétravail a pu être perçu par chacun de nous comme une solution innovante et même miraculeuse, puisqu'en fait, c'était une solution technologique qui permettait de répondre au problème du maintien de l'activité économique durant cette pandémie que, évidemment, personne n'avait prévue, et tout en garantissant, bien sûr, la sécurité sanitaire. Donc, on l'a un petit peu tous vécu comme une sorte de solution miracle qui tombait du ciel. Pour autant, d'abord, quelques chiffres pour relativiser l'ampleur du phénomène. Selon le Bureau international du travail, seuls 18% des travailleurs dans le monde exercent à l'heure actuelle une activité télétravaillable. Il y en a évidemment plus en Europe, 30% selon les pays en Europe, une moyenne de 30%. Et il faut savoir que 70% des télétravailleurs sont des cadres. Donc vous voyez que ces chiffres nous permettent quand même de prendre un petit peu de recul et de réduire l'ampleur que représente ce phénomène sur le monde du travail dans sa globalité. Le reste comment dire, les personnes qui ne peuvent pas télétravailler sont ceux que nous évoquions lors de la fois précédente, que nous avons appelés les travailleurs du soin, et qui sont quoi? Bien, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les agents d'entretien, les caissières, les agriculteurs, les maçons, on pourrait citer les ouvriers, les tourneurs-fraiseurs, les routiers, les cantinières, les chauffeurs, les livreurs, etc. Tous ces corps de métier ne sont pas télétravaillables. Ça, c'est un premier point. Alors, évidemment, il y a un prisme aujourd'hui dans les médias qui est lié au fait que le journalisme est une activité télétravaillable. Le fait que, bien entendu, la plupart des employés de bureau peuvent aujourd'hui télétravailler, et donc il y a une surreprésentation, je dirais, médiatique de ce métier aujourd'hui. Par ailleurs, ça, c'est pour déjà relativiser les choses. Le télétravail est-il vraiment une nouveauté? Alors, là aussi, quelques chiffres. En Europe, on pratiquait déjà le télétravail avant le confinement. Alors, c'était une modalité qui était beaucoup plus répandue au nord, avec 12% de télétravailleurs en Allemagne, par exemple, 27% au Royaume-Uni, bon, qui ne sont plus dans l'Union européenne, mais on parle d'Europe, 37% en Suède, 37% dans les Pays-Bas. En revanche, le télétravail était moins généralisé dans le sud, avec seulement 5% en Italie, 9% en Espagne. En France, ça oscillait entre 3 et 7%. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, dans la plupart des pays européens, on est en train de passer à environ 30% de télétravailleurs. Ça, c'est une première manière de relativiser cette nouveauté du télétravail. Mais surtout, au-delà du télétravail à proprement parler, nous étions déjà habitués, avant le confinement, à travailler à domicile. Depuis longtemps,
les cadres et les employés de bureau avaient pris l'habitude, ne serait-ce que parce qu'avec leur smartphone, ils peuvent checker leur mail ou bien qu'ils pouvaient ramener leur PC à la maison, de travailler le soir en rentrant du bureau pour terminer une présentation ou vérifier des mails, ou bien le week-end pour s'avancer sur la semaine. Donc, on avait pris déjà l'habitude de travailler à domicile. On l'appelait pas télétravail, mais c'était quand même le même genre de modalité. C'est d'ailleurs parce que nous avions pris cette habitude et parce que existait la tendance à l'individualisation du travail dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, qu'a pu se mettre en place ce statut de travailleurs indépendants dont nous avons vu qu'il était en train de se généraliser, qu'il était en train de devenir une modalité de travail extrêmement massive. Enfin, dernière modalité de télétravail qui existait déjà, celle du micro-travail. Alors, le micro-travail, vous savez, je vous ai parlé la semaine dernière aussi d'Antonio Casilli, qui est un sociologue qui a écrit En attendant les robots et qui s'intéresse au travail digital et qui distingue parmi ces travaux digitaux le micro-travail, qui est cette forme de travail qui permet aux usagers d'Internet de gagner de chez eux quelques centimes d'euros par micro-tâche, par exemple sélectionner des images, traduire des petites vidéos, etc. Eh bien, donc c'est Amazon Turk qui est le grand fournisseur de tâches en ligne qui permet voilà, à ces micro-travailleurs de travailler depuis chez eux. Eh bien, ce micro-travail, dont nous avons vu qu'il était une forme assez extrême de tâcheronisation, est une forme de télétravail qui préexistait à la crise sanitaire. Donc, le télétravail en tant que travail à domicile, finalement, fait partie des modalités de travail apparues au cours de ces dernières décennies, sous l'effet notamment des mutations technologiques et managériales. Partant de là, on peut imaginer qu'il risque finalement de renforcer les tendances que nous avons observées, et notamment celle de l'individualisation du travail et des travailleurs, et donc de renforcer l'atomisation sociale qui est à l'œuvre dans nos sociétés. Alors, existe-t-il des moyens par lesquels remettre du collectif dans le travail, même à distance? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir plutôt la semaine prochaine, même si, évidemment, à l'issue de ma présentation, on pourra déjà ouvrir le débat sur le sujet. Mais pour moi, la question de la reconnexion au collectif de travail est un sujet aussi vital pour aborder la question du télétravail que celle, par exemple, du droit à la déconnexion. En attendant, je vous propose de revenir donc sur la deuxième partie de cette courte présentation avec cette deuxième question. Le télétravail permet-il un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée? Vous savez, ça c'est un lieu commun beaucoup, avec des témoignages à l'appui, où effectivement de nombreux salariés se réjouissent de ce que, depuis qu'ils sont en télétravail, eh bien, ils arrivent à mieux gérer les deux pans de leur vie. Concrètement, je voudrais juste qu'on se rappelle de la manière dont se déroule l'expérience du télétravail. Le principe, c'est que le télétravailleur prête son domicile à son employeur. Autrement dit, il se dépossède au profit de son employeur d'une partie de l'usage de sa propriété, qu'il soit d'ailleurs propriétaire ou non de son domicile, importe peu. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, et d'ailleurs il me semble qu'aujourd'hui, c'est finalement un sujet qui est trop peu abordé, notamment dans les négociations qui ont lieu en France entre les différents syndicats et le MEDEF, la question des contreparties à prévoir de la part du patronat en échange de ce prêt. On pourrait très bien imaginer que l'employeur participe aux frais de loyer, aux frais de chauffage, que sais-je encore. Pour l'instant, j'ai cherché un petit peu, je n'ai pas trouvé trace de ce type de discussion. Mettons ça de côté. Au-delà de cet aspect matériel, finalement, ce qui est en jeu quand on ouvre son domicile à son travail est beaucoup plus existentiel. Que se passe-t-il quand on fait entrer son travail dans son domicile? Que se passe-t-il lorsque l'on fait entrer ce qui était du domaine de la sphère publique, de la sphère professionnelle, dans la sphère privée? Le danger, selon moi, est que avec le télétravail, ce qui était autrefois cloisonné, extrêmement compartimenté, ne le soit plus, et qu'en ouvrant nos domiciles au travail, nous finissions par lui donner accès à l'intégralité de nos vies. Alors, bien sûr,
on peut objecter à cette inquiétude le fait que justement, quand on télétravaille, on a la possibilité dans sa journée de s'aménager un petit peu des instants privés, y compris d'ailleurs sur les horaires de travail. Je pense voilà, aux témoignages qui racontent que les travailleurs peuvent s'isoler 2 heures pour jouer aux jeux vidéo, regarder Netflix, s'occuper des enfants, aller les chercher à l'école, même avoir des activités associatives, que sais-je encore. Alors certes, c'est vrai qu'il y a cette possibilité en télétravail. Cependant, ces moments non productifs, pour moi, ne peuvent pas constituer, vous savez, ces micro-indisciplines dont parlait Michel de Certeau dans L'invention du quotidien, le sociologue Michel de Certeau qui avait identifié tous les petits braconnages, il les appelle comme ça, les braconnages quotidiens, au moyen desquels les individus se fabriquent des petits bouts de liberté dans la structure qui les tient, et qui sont donc salvateurs du point de vue existentiel. Le problème pour moi, c'est que les microdisciplines qui sont, dont on fait l'expérience en télétravail, restent finalement des pratiques strictement privées et individuelles, quand elles ne sont pas d'ailleurs réduites à des pratiques de consommation. Acheter en ligne, regarder des séries, regarder la télé, tout cela s'apparente à des pratiques finalement de consommation, production que je prends au sens large. Donc finalement, qu'il s'agisse de jardiner, de cuire son pain, de s'occuper de ses enfants ou de regarder sa série préférée, finalement, ces micro-indisciplines ne pourront pas, de mon point de vue, à elles seules, acquérir une dimension suffisamment subjective et structurante pour constituer un rempart contre l'invasion du travail dans la vie. Du coup, la question que je voudrais vous poser, et qui va rester ouverte pour l'instant aujourd'hui, c'est par quelle modalité de télétravail pourrait-on réussir à encadrer davantage le télétravail pour retrouver une cloison plus étanche en ce qui relève du travail et ce qui relève de la vie privée? Alors évidemment, il y a la question de l'articulation des temps de connexion et des temps de déconnexion qui doit être envisagée, mais évidemment, l'écueil qu'il y a derrière la quantification de ces temps-là, c'est peut-être un surcontrôle des travailleurs qui ne va pas du tout avec la logique du télétravail, qui au contraire est fondée plutôt sur une idée d'autonomie. Donc voilà, je n'ai pas aujourd'hui la réponse à cette question, je voudrais juste l'adresser, mais elle est plus complexe peut-être qu'elle ne pouvait le paraître au départ. Par ailleurs, finalement, les pratiques que je viens d'évoquer, qui mêlent travail et loisirs, participent d'un processus qui lui aussi est antérieur au télétravail et qui est un processus d'indifférenciation entre ce qui relève du travail et ce qui relève des loisirs. Une indifférenciation qui a pour conséquence d'invisibiliser le travail. Alors, cette indifférenciation, elle est notamment pointée par Antonio Casilli, toujours lui, le sociologue auteur de En attendant les robots, qui évoque le modèle notamment de ces plateformes digitales, YouTube, Instagram, etc., qui qui utilisent les hobbies des usagers, les Instagrammeuses qui sont passionnées de mode, de maquillage, de voyage, que sais-je encore, les YouTubeurs qui sont prêts à faire des films en passant un temps fou sur chacune de leurs vidéos pour pouvoir la poster, voilà, qui jouent sur cette notion de hobby. Au départ, ce n'est pas un travail. Bien sûr, il peut devenir rémunérateur à partir d'un certain nombre de followers, mais dans un premier temps, c'est un hobby, et dans l'esprit des producteurs qui fabriquent ce contenu en ligne sur lequel YouTube, Instagram, etc. finalement font de l'argent, eh bien, dans leur esprit, il ne s'agit pas d'un travail à part entière. Pourquoi je fais cette petite digression? Simplement pour vous montrer que finalement, on est déjà dans une logique d'indifférenciation entre ce qui relève du loisir et du travail, et d'invisibilisation du travail au profit finalement d'une impression qu'on est tout le temps plus ou moins en train de pratiquer un loisir tout en travaillant, et que cette invisibilisation, eh bien, risque non pas d'aller dans le sens d'une libération des travailleurs, mais plutôt d'une plus grande exploitation de ces derniers. Puisque comment
mesurer le travail, quand la frontière est si ténue entre ce qui relève du loisir et ce qui relève du travail. Comment comptabiliser le plus justement possible le travail pour le rémunérer justement? Comment l'encadrer? Vous voyez que le télétravail, qui s'inscrit déjà sur cette logique d'indifférenciation qui était déjà à l'œuvre, risque de rendre encore plus flou ces sujets-là, d'invisibiliser davantage le travail, et cela risque de se faire aux dépens des travailleurs. Voilà donc pour ce deuxième point. J'aborde enfin le troisième point, la troisième question. Le télétravail est-il écologique? Alors, ça, c'est encore un autre argument qui est très souvent apporté en faveur du télétravail. Cette idée qu'en réduisant nos déplacements, eh bien, le télétravail permettrait de réduire les émissions de CO2 qui provoquent le réchauffement climatique. Donc, CQFD, le télétravail est écologique. Mark Zuckerberg, à qui rien n'échappe, a fait une déclaration qui va dans ce sens en mai dernier. Vous savez que Mark Zuckerberg a quand même déclaré qu'il souhaitait généraliser le télétravail en full remote dans son entreprise, Facebook. Et donc, avec l'argument suivant, en 2020, il est plus facile de déplacer des octets que des atomes. Donc, je préfère que nos employés se téléportent par vidéo ou réalité virtuelle plutôt qu'ils soient coincés dans les embouteillages à polluer l'environnement. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur cette rhétorique qui est quand même assez caractéristique de cette rhétorique de la Silicon Valley avec le mélange de langage techno, de vision futuriste, voilà. Et puis tout ça enrobé de bons sentiments et de bonne volonté environnementale. Effectivement, dit comme ça paraît implacable. Cependant, je voudrais vous proposer deux remarques. La première, c'est que l'empreinte carbone des technologies numériques est loin d'être neutre et qu'il est temps qu'on la mesure. Bon, c'est un mouvement qui est en cours aujourd'hui. De plus en plus d'observateurs essaient de mesurer cette empreinte carbone, et on pourrait effectivement imaginer facilement que la multiplication des équipements, la consommation d'énergie, de matières premières qu'ils nécessitent, voilà, la production de déchets liés à ces mêmes équipements n'est pas neutre en termes environnementaux. Ça, c'est un premier point. Ensuite, la seconde remarque que je voudrais partager avec vous, c'est que la question de l'impact écologique du travail ne se limite absolument pas au calcul des émissions de CO2 à un strict angle comptable, mais doit en fait prendre en compte une dimension beaucoup plus large, une dimension existentielle. Finalement, à la question « le télétravail est-il écologique ?» eh bien, il faut répondre en intégrant non seulement la question de l'impact du télétravail sur la nature, mais aussi sur ce que le philosophe André Gortz appelle le monde vécu, c'est-à-dire nos modes de vie, nos liens, nos valeurs, nos rapports humains, etc., etc. Donc, pour savoir si le télétravail est écologique, il est nécessaire, selon moi, de se demander s'il est viable, autrement dit durable, mais aussi valable. A-t-il de la valeur d'un point de vue existentiel? Et cette question nous conduit à un point qui est peut-être le point le plus philosophique, entre guillemets, de la démonstration que je voulais vous proposer aujourd'hui, et qui nous oblige à revenir finalement à ce que c'est que le travail. Le travail n'est pas simplement le moyen le plus efficace de gagner sa vie, le plus efficace, le moins ennuyeux, le plus tout ce que vous voulez, qui présente le plus de confort de gagner sa vie. Non, le travail façonne notre condition humaine. Le travail façonne notre condition humaine tout simplement parce que c'est par le travail que nous métabolisons la nature, que nous entrons en relation avec la nature et que nous la transformons. Par ailleurs, le travail façonne notre relation aux autres, puisque c'est par le travail que s'organisent nos liens sociaux. Quand on travaille, on doit se conformer à un certain nombre de règles, une culture, en fait, une civilisation. Et par ailleurs, eh bien, on entre en relation avec des étrangers qui pratiquent le même travail que nous ou qui sont situés sur le même lieu de travail.
Troisièmement, le travail façonne notre rapport à nous-mêmes, puisque le travail permet d'exercer des compétences et des talents et d'imprimer une action singulière sur le monde. Donc vous voyez que si on veut réfléchir sérieusement au télétravail et à ses conséquences sur nos vies, eh bien nous devons nous demander ce que cette nouvelle modalité de travail change à notre rapport à la nature, à notre rapport aux autres, à notre rapport à nous-mêmes, enfin, notre rapport au monde. Nous avons vu que sur le plan social, sur le plan des relations sociales, il risquait de renforcer l'individualisation et l'atomisation sociale. Sur le plan du rapport à nous-mêmes, il risque de renforcer ce qu'on peut appeler l'emprise du travail sur nos vies. Donc, ce qu'on pourrait appeler une forme d'aliénation. Bien évidemment, ces points-là ne sont pas définitifs, ce sont des risques que je pointe avec vous. Qu'en est-il de notre rapport à la nature? Est-ce que le télétravail nous permet d'échapper au productivisme qui est finalement la façon dont s'exerce la relation entre notre travail et la nature depuis, alors là pour le coup, des centaines d'années, on pourrait dire depuis la modernité, productivisme qui est en fait l'idée selon laquelle la quête illimitée de production maximale serait la finalité de l'activité économique. Est-ce que le télétravail va à l'encontre de cette idée-là, idée qui est délétère pour l'environnement, puisque c'est cette recherche de production illimitée et maximale qui aboutit, comme vous pouvez bien l'imaginer, à une exploitation de la planète que nous nous contentons plus de métaboliser, mais que nous sommes en train de détruire. Alors, est-ce que le télétravail permet d'encontre de cela? Eh bien, d'abord, nous l'évoquions tout à l'heure, c'est le revers de la médaille. En maintenant l'activité économique, le télétravail nous a, d'une certaine manière, empêché de réfléchir plus profondément à notre rapport à la nature, à notre rapport au productivisme, à la façon dont nous souhaitions travailler. Donc, on peut dire qu'il a été une solution tout à fait confortable et salutaire pour le bien-être de chacun, mais qu'il a empêché, d'une certaine manière, une vraie réflexion en profondeur sur le productivisme. Par ailleurs, le télétravail risque de renforcer cette quête illimitée de production maximale, puisqu'on le voit dans les études, en télétravail, on travaille beaucoup plus longtemps, les plages horaires sont beaucoup plus longues, une sorte d'appel à la performance liée au télétravail. Mais je passe vite sur ce point, si vous voulez, on y reviendra. Je vois que j'arrive au terme du délai qui m'a été donné, et donc je vous propose à ce stade de conclure. Alors, je me doute bien que certains peut-être seront surpris par cette présentation. Nous sommes très loin des questions très concrètes que nous serons amenés à poser, je vous le garantis, lors de la prochaine séance. Ce que je souhaitais dans un premier temps, c'est encore une fois poser les bases d'un questionnement plus existentiel pour aller au-delà des avantages perçus et énoncés sur cette modalité de travail présentée comme innovante et dans l'air du temps, et dont, j'insiste, les conséquences sur nos vies peuvent être bien plus complexes que ce que l'on pourrait croire à première vue. Je vous remercie. À la Commission et des les institutions, on connaît déjà le télétravail, puisqu'on avait à la fois un télétravail qui était variable, qui était limité, mais pas que lors de la pandémie, on commence à voir des bilans, par exemple le bilan d'une grande direction générale, où un tiers du personnel trouve que les conditions de travail actuelles se traduisent par une très forte dégradation. Il n'y a que 10% qui pensent qu'il y a une amélioration et une grande majorité pense que c'est moins bien qu'avant. Un accroissement de la productivité, mais qui est nuisible, avec toute une question qui se pose du fait de la rupture des contacts individuels sur le digital workload et donc et tous les problèmes techniques qui se posent, parce que regardez, aujourd'hui nous avons une réunion publique avec des gens et finalement je vois des initiales et pour parler, je dis aux gens, pour pouvoir nous écouter, vous écouter, je dis aux gens, coupez votre micro et vos phones. Donc, autrement dit, il y a aussi des contraintes techniques qui ne sont pas toujours évidentes. Et puis, dernière chose,
dernière chose, c'est la question plus fondamentale qui se pose, c'est par rapport aux métiers, à des métiers qui ne supportent pas le télétravail, par rapport à la question du collectif, comment font des collectivités de travail. La technique aujourd'hui individualise les rapports. C'est moi avec Fanny, moi avec Jean-Paul, moi avec François, etc. Et il y a des techniques télétravaillées qui permettent la constitution de petits groupes de travail, mais c'est là et sont pas propagés ni disons enseignés. Et donc d'une certaine façon, du point de vue de la violence, effectivement, et je veux dire, la personne qui est victime perd un peu les solidarités de couloir où on peut aller dans dans un autre bureau, raconter quelque chose, parce que les relations entre les individus sont plus faciles entre nous et Luxembourg maintenant, mais moi j'ai beaucoup plus de difficultés à contacter des collègues. Avant, je traversais un couloir, je les trouvais. Aujourd'hui, le télétravail impose aussi des rigidités. Il y a la question de la prévention et la culture de l'organisation qui est une question, disons, importante. Ce qui transparaît aussi comme image globale au terme de 6 mois, 7 mois de télétravail, c'est que on ne sait pas comment télétravailler. On ne sait pas quand il faut faire des pauses. On ne sait pas quelles sont les règles. Par exemple, moi, j'insistais sur voir le visage des gens. Est-ce que c'est une bonne règle? C'est-à-dire qu'on a, on nous a jeté quasiment dans le bain, dans l'urgence, comme souvent dans les institutions. On prend des gens puisqu'ils sont supposés être très performants, mais on les balance et on voit ce qui se passe. Et les gens se débrouillent. Donc là, il y a tout un pan finalement de la formation de comment on travaille en situation de télétravail, sur lequel peut-être nous allons revenir. En tout cas, moi, je vous remercie tous. Je vous remercie beaucoup.